Alors, très bien, on commence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Alors, aujourd'hui, on va faire la spectroscopie Raman. Alors, pour les objectifs de ce cours, ou bien une introduction, ici, la spectro-Raman, ou l'effet Raman a été découvert en 1928 par le physicien Sir Steve Raman. Donc, ses travaux de recherche sur ce phénomène physique lui ont valu le prix Nobel de physique en 1930. D'accord? Donc, ce phénomène, basé sur l'interaction de la lumière avec la matière, est couramment utilisé pour étudier autres substances, ou bien autant les substances organiques qu'inorganiques. Ça veut dire l'échantillon, votre échantillon peut être un échantillon d'une substance organique et aussi ça peut être une substance inorganique jusqu'au niveau moléculaire. Dans ce cours, les notions de physique importantes à la compréhension de la spectrogramme seront abordées. Donc, vous allez avoir la spectroscopie, les niveaux d'énergie, les diffusions élastiques et inélastiques, les modes de vibration moléculaire, ainsi que les applications de cette technique. Alors, on commence. Pour le principe, donc, la spectrogramme, c'est une technique d'analyse spectroscopique moléculaire vibrationnelle basée sur la détection des photons diffusés suite à l'interaction de l'échantillon avec un faisceau de lumière monochromatique. Rappelez-vous que la spectroscopie, c'est une interaction d'un échantillon avec la lumière. Ok? Donc, l'échantillon sera soumis à une radiation. Le nombre d'ondes de la radiation varie de 3200 cm-20 jusqu'à 200 cm-20. Donc, ici, vous avez, avec le cube jaune, vous avez votre substance à analyser, c'est votre échantillon. Par la flèche bleue, c'est la radiation lumineuse incidente. Ok. Une partie sera absorbée et une partie sera transmise par, donc vous voyez ici, la flèche rouge, c'est la transmission. Après, vous avez une partie de la lumière incidente qui sera réfléchie et une petite partie qui sera diffusée. Ici, le mot-clé dans ce cours, c'est la diffusion. D'accord? Alors, votre molécule ici, elle va absorber une quantité d'énergie, donc une énergie de photons. L'énergie, rappelez-vous, elle est exprimée en H fois fréquence. Donc, H, c'est la constante de Planck fois la fréquence. D'accord? Donc, votre molécule, elle passe d'un état vibrationnel vers un état virtuel. Vous vous rappelez, en spectro-infrarouge, on passe d'un état V0 vers V1 ou bien V2, etc. Ici, on passe vers un état de l'état fondamental vers un état virtuel. Après, votre molécule, elle va retourner à un certain niveau. Donc, selon le niveau donc, sur lequel elle va retourner, on distingue plusieurs modes de diffusion. On distingue 3 modes de diffusion. D'accord? Donc, première diffusion, c'est la diffusion Rayleigh. Vous voyez ici, la molécule, elle va passer, donc elle va absorber la quantité d'énergie de la lumière incidente, elle va passer vers l'état virtuel, puis elle va retourner au niveau initial. OK? Donc, la radiation diffusée, elle sera égale à la radiation incidente. Ça s'appelle la diffusion Rayleigh. On va après. Dans le deuxième cas, c'est la diffusion Raman-Stokes. Donc, votre molécule, elle va absorber une lumière d'une énergie h nu. Ça va passer vers un état virtuel, puis elle va retourner vers un état virtuel qui est supérieur à l'état initial. Et donc, ici, la molécule, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a absorbé une quantité d'énergie. Elle a absorbé une quantité delta nu. Et donc, l'énergie sera égale à H fois la fréquence initiale moins la fréquence diffusée. OK? Troisième cas, c'est la diffusion Raman anti-Stokes. Et donc, ici, la molécule, elle va se trouver pas dans un état fondamental V0, mais dans un état excité, V1 par exemple. Elle va absorber la quantité d'énergie, passer à un état virtuel, puis elle va retourner vers un niveau énergétique vibrationnel inférieur au niveau initial. D'accord? Et ici, la molécule, elle a donné une quantité d'énergie. Et donc, l'énergie du photon diffusé, elle sera égale à H fois la somme. Donc, elle sera la somme de l'énergie du photon incident plus
une delta V. Vous avez compris, s'il vous plaît? Vous répondez, s'il vous plaît. C'est clair? Jusqu'ici, s'il vous plaît, c'est clair ou non? Très bien, parfait. Donc, on passe. Ok, donc la diffusion de la lumière, elle est à l'origine du développement d'une technique analytique inscrite à la pharmacopée européenne qui s'appelle la spectroscopie Raman. Et dans la pharmacopée européenne, la spectro-Raman, c'est une méthode d'analyse fondée sur la diffusion de la lumière par une substance soumise à un rayonnement lumineux monochromatique de grande intensité. Vous voyez ici, on utilise généralement une source laser. On va voir pourquoi après. Et sur l'analyse des déplacements de fréquences dans le spectre, diffusée. C'est le principe de la diffusion de la lumière inélastique. Donc, on va voir tous les détails dans les planches suivantes. OK. Première chose, c'est le phénomène de diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire une diffusion? Une fraction du rayonnement incident, donc vous voyez en bleu, la flèche bleue, c'est le rayonnement incident. Il va interagir avec la matière, donc là, c'est notre échantillon. Une fraction sera soit diffusée à la même fréquence que celle du rayonnement incident V0. On va dire que le rayonnement incident a une fréquence V0. Et donc, si le rayonnement sera diffusé à la même fréquence initiale, donc on va l'appeler une diffusion lumineuse élastique. Donc, ça, c'est la même fréquence et donc elle peut être appelée aussi la diffusion Rayleigh. Pour le deuxième cas, vous avez une diffusion inélastique. Et la diffusion inélastique, c'est quoi? Le photon diffusé, le photon sera diffusé à une fréquence V différente de celle, plutôt nu, différente de celle du rayonnement incident. Et il s'agira ici de la diffusion lumineuse inélastique appelée la diffusion Raman. Donc, vous avez deux cas. Si la fréquence initiale, plutôt la fréquence du photon diffusé sera égale à la fréquence du photon initial, ici c'est la diffusion élastique, diffusion Rayleigh. Sinon, c'est une diffusion inélastique, il y aura un changement de fréquence et là, ça s'appelle la diffusion Raman. Dans la diffusion Raman, on distingue deux cas de figure. Donc, soit la fréquence diffusée, elle est inférieure à la fréquence du photon initial, et là, c'est un processus STOX, ou bien la fréquence du photon diffusé sera supérieure à la fréquence du photon initial, et on est là dans le processus anti-STOX. D'accord? Donc ici, dans les probabilités, pour la diffusion inélastique, il y a un photon, il y a probabilité de diffusion de 1 photon sur 10 millions. Et ici, c'est un photon sur 10 000. Vous voyez ici, la probabilité, elle est très faible. Et comme la probabilité, elle est très faible, on utilise des sources d'intensité très grandes. C'est pour ça qu'on utilise des lasers. Donc le laser, c'est vraiment un canon à photons. D'accord? Pour la différence d'énergie, c'est de l'ordre de grandeur de fréquence de vibration et de rotation moléculaire. Donc, on ne passe pas d'un état énergétique d'un état fondamental électronique vers un état électronique excité, mais plutôt d'un état vibrationnel fondamental vers un état virtuel. D'accord? Ici, on est dans les niveaux de vibration et de rotation, où l'énergie, elle est assez faible par rapport à la spectroscopie et des visibles. Maintenant, si vous êtes d'accord, donc on passe au diagramme énergétique. Vous répondez s'il vous plaît si vous êtes d'accord. Sinon, est-ce que vous avez des questions? Madame, Si vous avez des questions, s'il vous plaît, on passe. Oui, oui, Hamoudi Amira, s'il vous plaît. Allez-y. État excité, état virtuel. Donc, la différence entre un état excité et un état virtuel, vous voyez ici dans le diagramme énergétique. Je vais vous montrer dans le diagramme énergétique. Je vais vous montrer dans cette planche. Vous suivez, s'il vous plaît. D'accord?
Très bien, Hamoud et Amira. Pour Nesrine Abdi, c'est quoi la différence entre ces spectraux et les autres par rapport aux états énergétiques? Vous suivez jusqu'à ce qu'on termine notre diapo et je vous réponds à la question. D'accord? La différence entre la spectro et les autres, donc je vais vous l'expliquer à la fin de la diapo, tout simplement. Nesrine Abdi, est-ce que vous avez eu votre réponse? Très bien. On continue. Si vous avez d'autres questions, je peux vous lire, s'il vous plaît. D'accord. Vous suivez, s'il vous plaît, dans le diagramme énergétique. Ici, donc, vous avez en noir le premier état électronique fondamental, E0. Rappelez-vous, c'est un état électronique fondamental. Donc, c'est électronique, c'est pas vibrationnel, c'est pas rotationnel. Et vous avez un état excité. L'état excité, ici, donc, on le détermine comme ceci. Donc, avec le noir, c'est le premier niveau électronique excité E1. Donc, vous avez un premier, E1, E2, etc. Donc, là, c'est un niveau électronique. Dans chaque niveau électronique, vous aurez des niveaux vibrationnels. Vous voyez ici, dans l'état fondamental E0, vous avez 4 niveaux vibrationnels de V0 jusqu'à V4. D'accord? Dans le premier niveau excité, E1, donc c'est excité, OK, mais il y a des niveaux vibrationnels de V0 jusqu'à V4. D'accord? Donc, l'état virtuel, c'est quoi? La source laser, elle ne sera pas aussi intense ou bien aussi importante pour passer d'un état fondamental V0 jusqu'à un état électronique excité. On ne passe pas vers un état électronique excité, mais on va passer à un état virtuel. Donc, c'est momentané, vous voyez? Donc, c'est pas permanent. Et donc, ça passe vers un état virtuel, ici déterminé par les pointillés, et il y aura une relaxation. D'accord? Donc, votre molécule dans la spectroramale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va absorber une certaine énergie du photon incident. D'accord? Elle passe vers l'état virtuel. Après, la relaxation, elle se fait vers l'état initial, vers le V0. D'accord? Donc là, ça s'appelle la diffusion Rayleigh. Le E est égal à h nu. Le E, c'est quoi? C'est l'énergie du photon diffusé. Sera égal à h nu, qui est l'énergie du photon incident. Donc, tout ce qui est incident sera relaxé vers la même fréquence. Deuxième cas de figure, on passe d'un niveau ou bien d'un état vibrationnel V1 vers l'état virtuel et la relaxation, elle se fait vers l'état initial, c'est-à-dire V1. Donc, vous voyez, la diffusion Rayleigh, c'est comme ceci. Et donc, la fréquence, elle est vraiment très importante. Pour le deuxième cas de figure, on passe d'un état V0, vibrationnel, vers l'état virtuel. La relaxation, elle se fait vers un état énergétique plus élevé. Ici, c'est quoi? L'énergie du photon, donc le E, c'est ça, l'énergie du photon diffusé, elle sera égale à h nu, qui est l'énergie du photon incident, moins le delta E. Le delta E, c'est entre le V0 et le V1. D'accord? Il y aura une delta E. Et la delta E, cette delta E, cette différence de fréquence, c'est une quantité qui sera absorbée par la molécule. La molécule, elle l'a absorbée et elle a diffusé une énergie qui sera égale à h nu initial, moins la delta E. Deuxième cas de figure, ici, dans la diffusion Raman-Stokes toujours, on passe de V1 vers l'état virtuel, puis la relaxation, elle se fait vers le niveau énergétique plus élevé, vers le V1. Troisième cas de figure, c'est la diffusion anti-Stokes. Et donc, ici, l'excitation, elle se passe de l'état excité. L'état excité, ça veut dire quoi? On passe de V1 vers l'état virtuel, de V1 vers l'état virtuel, puis la relaxation, elle se fait à un niveau énergétique vibrationnel inférieur. D'accord? Ici, la molécule, elle a cédé une quantité. Donc, l'énergie sera égale à quoi? L'énergie du photon diffusé
toute cette énergie, elle sera égale à H nu, qui est l'énergie du photon incident, plus une certaine delta E qui a été donnée par la molécule. D'accord? Pareil, on passe d'un état excité vers un état virtuel, puis il y aura une relaxation vers un niveau énergétique plus bas. Et donc ici, la diffusion, elle est due au passage des électrons à un niveau. Donc les électrons ici, c'est les électrons confinés dans la molécule, ce n'est pas des électrons libres. Donc, ils seront transférés à un niveau énergétique virtuel qui est ni électronique, ni vibrationnel, ni rotationnel. Donc, on va voir où il se trouve. Généralement, il se trouve entre les deux niveaux électroniques. D'accord? Et la relaxation, elle peut se faire soit vers un niveau énergétique initial, comme vous voyez dans la diffusion Rayleigh, soit vers un niveau énergétique plus élevé, comme la diffusion Raman-Stokes, ou bien vers un niveau énergétique plus bas, qui est, donc c'est le cas de la diffusion Raman anti-Stokes. Raman, Stokes et Rayleigh, c'est des noms propres, hein. Donc c'est des noms de scientifiques. Ok, et le delta E ici, c'est ça. Donc ben, ben, ils sont égaux. On passe ou bien vous avez une question? S'il vous plaît, des questions. Ah oui. Hamoud et Amira, c'est bon pour votre question? Vous avez eu votre réponse ou pas? Hamoud et Amira. Euh, oui, c'est ça. Selma Lamiri, oui, c'est ça. Delta E, non, c'est pas. Le E, une énergie, c'est H nu. Donc, on ne peut pas dire delta E est égal à V1 moins V, mais tu peux dire que c'est fréquence V1, nu1 moins nu0, mais elle doit être multipliée par la constante de Planck. Une énergie, c'est H nu. Ce n'est pas une seule fréquence. Mais Selma Lamri, donc vous avez raison, mais il faut multiplier par la constante de Planck. Hamoudi Amira, c'est bon. Pour Hanifa Diaby, donc l'état virtuel, donc dans les diagrammes d'énergie, dans le diagramme énergétique, on a toujours soit des niveaux électroniques, soit des niveaux vibrationnels, soit des niveaux rotationnels. Ces niveaux énergétiques sont permanents. Un état virtuel, c'est un état momentané. Donc, lorsque vous avez votre échantillon et vous faites passer une certaine radiation laser très intense, la molécule, elle ne sera pas excitée. Elle ne va pas passer vers un état électronique excité, comme dans la fluorescence par exemple, mais elle va passer vers un état virtuel, tout simplement. Donc l'état virtuel, c'est pas momentané, plutôt pardon, c'est pas permanent, c'est vraiment momentané. D'accord? Hanifa, delta E1, c'est l'énergie dégagée par la matière. Delta E1, delta E1, ok. Et, et l'autre, c'est l'énergie acquise, delta E1. Donc, MNI, MNI, donc c'est l'énergie dégagée. Amani, s'il vous plaît, vous suivez. Donc, dans le processus, dans la diffusion Raman-Stokes, on a dit que l'énergie du photon diffusé, vous voyez, donc c'est l'autre ligne, la ligne à droite, dans le vert, donc la ligne à droite. Donc, l'énergie de l'énergie de ce photon diffusé, elle sera égale à l'énergie initiale, donc moins une certaine delta E. Donc, هنا ما كانش parce que رجعنا un état vibrationnel V1. وين راحت هذه la delta E, elle a été absorbée par ma molécule. D'accord? Donc, le photon, il a perdu une certaine énergie et la molécule, elle l'a absorbée. D'accord? Par contre, dans la diffusion Raman anti-Stokes,
Donc, on a passé, donc ça c'est l'incident, donc, et on a passé vers euh, un état vibrationnel, pardon, inférieur. Et donc, l'énergie de mon photon diffusé, elle sera égale à l'énergie du photon incident plus une certaine delta E. La delta E a dit, à la molécule, elle l'a perdue, en quelque sorte. Et le photon, il l'a gagné. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez compris ou pas? Amani, s'il vous plaît. Ok, super. Vous allez comprendre au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, pour la delta E, vous voyez ici, la E, c'est l'énergie de ma molécule ou bien l'énergie du photon incident. Est-ce que l'appareil, elle va nous donner la fréquence du photon incident, ça ou là non? Donc, c'est bon, l'appareil va me dire la fréquence du photon incident. H, c'est la constante de Planck, c'est bon. Pour le rayonnement ou bien le photon incident, donc, عندي la fréquence, c'est bon. Donc, واش راح يبقى لي راح نحوسوا ديما على la delta E. La delta E, il faut résoudre l'équation tout simplement. Donc, soit dans la diffusion Raman-Anti-Stokes ou bien dans la diffusion Raman-Stokes. Si on trouve la delta E, elle est caractéristique pour chaque molécule. Par exemple, une molécule de paracétamol, a des delta E spécifiques. D'accord? On va voir dans le spectre. Tout ça, on va les voir dans le spectre. Voilà, donc le décalage, on va l'appeler décalage, ou bien en anglais c'est un shift. Donc ça s'appelle un shift, c'est la delta E. Donc la delta E ou bien la delta nu, c'est le décalage des fréquences qui sera caractéristique de l'analyte à doser. Et donc on aura un spectre Raman. Le spectre Raman, il est constitué de quoi? Donc dans les axes des Y, vous aurez l'intensité Raman diffusée. Le Y, c'est l'intensité. Dans l'axe des X, vous aurez les fréquences. D'accord? Donc, ici, au milieu, vous aurez un pic twil. Donc, là, il est coupé. Voilà, twil, il est tellement intense. Rappelez-vous que de l'excitation vers l'état excité, après, l'état initial. Donc, il sera très intense. Et généralement, on place dans l'appareillage, on place un filtre pour l'éliminer. C'est comme si tu fous shams b'aynikum, d'accord? Donc, c'est très intense. Donc, ça, c'est l'arrêt Rayleigh. Donc ça, au milieu. Et vous aurez de part et d'autre de l'arrêt Rayleigh la diffusion Raman-Stokes et la diffusion Raman-Anti-Stokes. D'accord? Donc, sur un spectre de diffusion, on distingue trois parties. Donc, ici, c'est le V, la fréquence sera égale à V0, ici, la Rayleigh. Donc, le V0 est de 20 492. Donc, V est égal à V0, c'est le maximum d'intensité correspondant au spectre Rayleigh. Donc, à droite par la droite, pardon, de l'arrêt Rayleigh, vous avez un ou plusieurs maxima, pardon. Donc, ça dépend de la molécule. Elle peut avoir 2, 3, 4, etc. Donc, ça dépend les vibrations, ça dépend les liaisons, les caïnes. Donc, ici, vous aurez un ou plusieurs maximums d'intensité correspondant au spectre Raman anti-Stokes. Rappelez-vous, la Raman anti-Stokes, vous avez une fréquence supérieure à la fréquence initiale. Et dans le côté gauche, c'est un ou plusieurs maxima d'intensité correspondant au spectre Raman-Stokes. D'accord? Donc, diffusion Rayleigh au milieu, diffusion Raman-Anti-Stokes à droite et diffusion Raman-Stokes à gauche. Donc, normalement, les pics de Raman anti-Stokes et Raman Stokes, normalement, c'est la même chose. Donc, normalement, vous verrez l'image dans un miroir. Mais là, vous voyez que vous avez trois pics, mais l'intensité, elle est différente. On va voir pourquoi. Une autre remarque, s'il vous plaît. Je suis toi là, comment on fait sortir la delta E? Donc, on fait sortir la delta E en faisant la soustraction. Donc, l'énergie incidente moins ou bien plus l'énergie diffusée. Et donc, ici, dans l'axe des X, on ne met pas des fréquences, mais on met des shifts ou bien des décalages delta nu. D'accord? Et donc, pour chaque pic, vous aurez une certaine delta nu et qui sera caractéristique de l'analyte à doser. Donc, si vous avez une question, dernière remarque avant de poser des questions, on analyse, on enregistre que le spectre Raman-Stokes.
avec changement de l'échelle des fréquences où le zéro de la nouvelle échelle correspond à la fréquence du rayonnement incident. Donc ça, j'ai bien expliqué. Donc, nu 0, c'est, ce sera le zéro, notre nouveau zéro, et on calcule les différentes delta nu pour avoir plusieurs décalages. On analyse, on enregistre que le spectre Raman-Stokes. Généralement, je vous ai dit, soit on met un filtre pour éliminer la diffusion Rayleigh, donc c'est tellement intense que ça peut endommager l'appareillage, ou bien on peut mettre un filtre qui va éliminer la diffusion Raman anti-Stokes et la diffusion Rayleigh. Et la partie la plus intéressante sera la diffusion Raman-Stokes parce que l'intensité, elle est plus claire. D'accord. J'attends vos questions, s'il vous plaît. Décalage des chiffres sont standards. Concernant Selma Al-Amri, concernant le décalage des chiffres, est-ce qu'ils sont standards ou pas? Bon, non, c'est pas standard. Rappelez-vous la spectro-infrarouge. Pour chaque liaison, il y aura une vibration et généralement, on donne des intervalles. Mais oui, c'est standard. On peut faire des bibliothèques, mais c'est pas fixe. D'accord? Une autre question, s'il vous plaît, concernant. D'accord, c'est bon, merci. Une autre question, s'il vous plaît. On continue, donc. On continue. Donc, toujours dans le spectre Raman, le décalage des fréquences est caractéristique des analytes et permet une analyse qualitative. D'accord. Donc, pour chaque substance, quand vous, l'infrarouge, pour chaque substance, vous aurez des, des, des différentes régions et pour chaque région, comme une liaison qui va vibrer. On va voir après, tout ça après. Donc, ici, c'est le spectre Raman, tout simplement. Au milieu, vous avez l'arrêt Rayleigh. Le V, ou bien la fréquence, est égale à la fréquence nu 0. À droite, c'est les raies inélastiques, les raies Raman anti-Stokes, et à gauche, c'est les raies Raman Stokes. Ici, ما حطيناش les fréquences, mais plutôt les décalages. D'accord. Pour le processus anti-Stokes, pourquoi l'intensité, elle est aussi petite? Ici, le processus anti-Stokes, il concerne que les électrons à l'état excité. Rappelez-vous qu'il بدينا ما بديناش V0, بدينا من V1 ou bien من V2. D'accord? Et donc, comme il concerne les électrons à l'état excité, les électrons à l'état excité, c'est une population moins importante que celle des électrons à l'état fondamental. On a noté chez vous qu'il existe une loi, la loi de Boltzmann. Vous allez la voir dans votre cours de RMN. D'accord? Donc, dans votre cours de RMN, vous aurez la loi de Boltzmann. La loi de Boltzmann, elle dit quoi? Elle dit qu'à une certaine température, les électrons à l'état excité sont moins importants que les électrons à l'état fondamental. Ce qui explique que l'arrêt Raman anti-Stokes, elle aura une intensité beaucoup plus faible que l'arrêt Raman-Stokes. D'accord? C'est pour ça qu'on peut éliminer cette partie, plus l'arrêt Rayleigh. Et donc, ceci est à l'origine de l'amplification des intensités Raman-Stokes comparées aux intensités Raman anti-Stokes. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, la partie la plus importante, c'est la partie Raman-Stokes. Ça ne veut pas dire que la partie Raman anti-Stokes, elle n'est pas importante. Vous faites très attention parce que on a d'autres phénomènes parasites comme la fluorescence. Et ici, on doit passer par l'arrêt Raman anti-Stokes. D'accord? Donc, dans ce tableau, on a récapitulé un peu les trucs. Donc, vous avez les trois rays, ray Stokes, ray anti-Stokes et ray Rayleigh. Pour le nombre d'ondes, pour les ray Stokes à gauche, vous aurez des nombres d'ondes plus petits. À droite, c'est des nombres d'ondes plus grands. Pour la diffusion, donc l'arrêt Rayleigh, la dernière, c'est une diffusion élastique et pour les autres, c'est une diffusion inélastique. Pour l'intensité,
Rappelez-vous que la Rayleigh, elle est très intense. Pour l'arrêt Stokes, elle est importante, mais l'arrêt anti-Stokes, c'est la moins importante. Pour l'énergie de la molécule, ici, donc l'énergie de la molécule, dans l'arrêt Stokes, la molécule, elle va absorber une certaine quantité. L'arrêt anti-Stokes, la molécule, elle va donner une certaine quantité et le photon, donc c'est le contraire, tout simplement. Le photon, il va perdre et, dans l'arrêt Stokes et il va gagner une certaine énergie dans l'arrêt anti-Stokes. Pour les fréquences, je crois que vous êtes familier, c'est bon. Donc, la fréquence du photon diffusé sera égale à la fréquence du photon incident. Et pour l'arrêt anti-Stokes, elle sera supérieure à l'incident. Et pour l'arrêt Stokes, la fréquence, elle sera inférieure à la fréquence du photon incident. Donc, des questions? Ou là, avant, pardon. Peu importe la fréquence du rayonnement incident, on obtient toujours le même spectre Raman. Alors, dans le spectre Raman, on a dit qu'on utilise une source laser. Donc, pour les sources laser, on a besoin des lasers qui ont plusieurs énergies, donc qui ont différentes énergies. On peut choisir n'importe quelle énergie, donc n'importe quelle fréquence, et peu importe la fréquence pour la même molécule, on obtient toujours les mêmes spectres Raman pour la même molécule. Et il est donc important d'utiliser des sources de lumière monochromatiques pour éviter la superposition. C'est pour ça qu'on utilise un laser et pas une lumière blanche, par exemple. Une lumière monochromatique pour éviter tout ce qui est superposition et obtenir des pics assez sharp, on va dire. D'accord? Des questions, s'il vous plaît? Des questions? C'est quoi la lumière monochromatique? Randa Issawi. Une lumière monochromatique, tout simplement, c'est une lumière, c'est pas polychromatique. Donc, une lumière monochromatique, c'est une lumière. Mono, c'est une lumière. Donc, par exemple, le laser vert, donc c'est monochromatique. Mono, c'est un. Chrome, c'est une couleur. Donc, une lumière a une seule couleur. D'accord? Le laser, surtout le rouge, par exemple, le bleu. Et oui, c'est donc une lumière monochromatique, forcément, elle a une seule longueur d'onde. D'accord? La lumière blanche, elle a plusieurs longueurs d'onde. Vous allez la voir dans l'appareillage. D'accord? Donc, Randa Issaoui, est-ce que vous avez eu votre réponse? La lumière monochromatique, c'est une lumière d'une seule couleur, donc une seule longueur d'onde. Très bien. Nesrine Abdi, c'est quoi la différence entre l'intensité et la fréquence? Intensité et la fréquence. Donc, l'intensité, c'est l'intensité du signal. Après, vous allez le voir dans l'appareillage. Donc, la fréquence, donc ça a un rapport avec l'énergie. Donc, vous avez votre appareillage, il va mesurer la fréquence. Mais l'intensité, c'est la quantité. Donc, pour une fréquence, une intensité. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais une fréquence, c'est une chose. Et l'intensité, donc, détecté le détecteur ou bien l'appareil تاعنا, donc ça, c'est une intensité. Généralement, c'est une valeur arbitraire. Nesrine Abdi, est-ce que vous avez eu votre réponse? Fréquence, c'est dans l'axe des X. L'intensité, c'est donc il y aura Raoui Wafa. Oui, s'il vous plaît. Nesrine Abdi, je vous en prie. Raoui Wafa, elle est où? On continue? Ok, super.
Raoui Wafa, vous essayez d'écrire dans la conversation. D'accord? Ok, on continue. Donc, ici, on a les règles de sélection et la symétrie des vibrations. Donc, c'est quoi les règles de sélection? Euh, c'est quelles molécules qui seront susceptibles d'être détectées ou bien analysées par un spectrogramme. Est-ce que toutes les molécules peuvent être analysées ou pas? D'accord? Donc, on va voir les règles de sélection. Dans la spectro-infrarouge, rappelez-vous qu'une vibration active dans la spectro-infrarouge, elle s'accompagne d'un changement du moment dipolaire. D'accord? Et dans la spectroramane, une vibration active, elle s'accompagne d'un changement de polarisabilité. Donc, spectro-infrarouge, la vibration active, elle s'accompagne d'un changement du moment dipolaire. Spectroramane, elle s'accompagne d'un changement de polarisabilité. On va voir c'est quoi. Donc, vous avez ici la molécule de CO2. Donc, c'est une molécule linéaire. On a le centre, c'est le carbone, et de part et d'autre, vous avez des atomes d'oxygène. Et donc, vous avez des charges partielles. Le carbone est plus électronégatif que l'oxygène. D'accord? Donc, le moment dipolaire ici, donc comme c'est la structure, elle est linéaire, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de vibration d'élongation ou quoi que ce soit. Le moment dipolaire est égal à zéro. Par contre, si je fais une vibration d'élongation asymétrique, vous voyez la liaison, donc la longueur de la liaison, elle sera augmentée d'un côté et elle va rétrécir d'un autre côté. Le moment dipolaire, on aura un moment dipolaire, ou bien un changement de moment dipolaire, ou bien dans le cas contraire. Et donc ici, on a un changement du moment dipolaire et cette vibration, ces deux vibrations asymétriques, ils seront détectés par spectro-infrarouge. Pour la spectroramane, c'est autre chose. Donc, c'est un changement de polarisabilité. C'est quoi la polarisabilité? C'est l'habilité d'un rayonnement électromagnétique à induire un moment dipolaire, ou induire un dipôle. Donc, c'est quoi? La polarisabilité, elle est due à une déformation momentanée du nuage électronique distribué autour d'une liaison. Comme une liaison, comme un nuage électronique autour de cette liaison, et donc une simple déformation, donc elle va causer une certaine polarisabilité. Et là, la molécule, elle peut être détectée ou bien analysée par spectroraman. Ici, c'est le même cas du CO2, une molécule linéaire. Donc, vous avez pour chaque liaison un nuage électronique. Et donc, rappelez-vous que ici, c'est une vibration d'élongation asymétrique, donc élongation d'un seul côté. Mais ici, on va faire soit rétrécissement, soit élongation. Vous voyez? Et donc, il y aura changement du nuage électronique autour de la liaison. Un changement du nuage, elle va entraîner une polarisabilité et elle sera active. Donc, cette vibration, elle sera active dans la spectroramane. J'espère que vous avez compris. D'accord? Toujours dans les règles de sélection, je vais vous donner le premier exemple. Donc, pour les molécules homonucléaires, donc comme le N2, le Cl2, le H2, etc. Donc, vous avez deux atomes. Pour la vibration d'élongation, donc vous voyez ici, c'est l'état initial, donc comme deux atomes, tout simplement, N1 par exemple. Et euh, si une vibration d'élongation se passe, il y aura un changement du nuage électronique autour de ma liaison. Et donc, l'élongation provoque un changement de la polarisabilité sans modification du moment dipolaire. Vous voyez? Donc, ma vibration, elle est active en Raman parce qu'il y a un changement de polarisabilité, mais elle est inactive en infrarouge. Si on passe au deuxième exemple, la molécule triatomique linéaire comme le CO2, on va continuer avec le CO2. Infrarouge et Raman. Vous avez anticipé un peu Choubeila Hamiden. Choubeila, vous avez anticipé déjà, oui, la spectro-infrarouge et Raman. Je vais vous répondre à cette question dans la prochaine diapo. D'accord? Donc, on continue, s'il vous plaît. Donc, pour la molécule triatomique linéaire, le CO2. Donc, on a trois types de vibrations. Première vibration, c'est la vibration d'élongation symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez le C au centre, O et un atome d'oxygène de part et d'autre de mon carbone. Donc, il y aura une vibration d'élongation symétrique
donc rétrécissement des deux côtés ou bien élongation des deux côtés, modification du nuage, de la structure du nuage électronique, et donc il y aura un changement de la polarisabilité. Mais il n'y a pas de changement du moment dipolaire. D'accord? Ici, on peut dire que comme il y a eu un changement de la polarisabilité, c'est Raman positif. Et si la modification du moment dipolaire, ici, elle est absente, donc elle est infrarouge négative. Pour la vibration d'élongation antisymétrique, donc vous avez votre molécule initiale, pardon. Après, pour la vibration d'élongation, la structure, donc ça a changé, mais le nuage électronique, la résultante KM là, ça n'a pas changé. Est-ce que vous voyez? Donc la résultante KM là du nuage, donc ce nuage-là est plus ça, donc ça donne la même chose. Donc il n'y a pas de changement de polarisabilité, il n'y a pas eu changement du nuage électronique, en quelque sorte. Mais ça va être une modification du moment dipolaire, d'accord? Et donc, ici, cette vibration d'élongation antisymétrique, elle est Raman négatif et infrarouge positif. OK? Troisième vibration, c'est la vibration de déformation. Donc, ici, c'est la molécule linéaire et la déformation, donc, bon, vous pouvez voir ça dans votre cours d'infrarouge. Et donc, ici, pour la polarisabilité, on n'a pas changé. Pareil, la résultante, c'est la même. Le nuage électronique, c'est le même. Mais il y a eu un changement ou bien modification du moment dipolaire. Et donc, cette vibration, elle est Raman inactive et infrarouge positive ou bien infrarouge active. D'accord? Tout ça pour arriver à quoi? Cette règle, elle s'appelle la règle d'exclusion mutuelle. C'est-à-dire que certaines vibrations seront uniquement actives en infrarouge et d'autres uniquement actives en Raman. Et donc, c'est des règles d'exclusion mutuelle. Si l'une est présente dans une certaine technique, l'autre, elle n'est pas présente. Et donc, ça n'exclut pas que d'autres seront pour les deux, ou bien ni l'une ni l'autre. D'accord? Et donc, ici, la spectroraman, c'est une technique complémentaire de la spectro-infrarouge et les deux techniques donnent une signature vibrationnelle complète de l'analyse. Est-ce que c'est clair? Donc, les deux techniques, ils sont complémentaires pour Choubeïla. Les deux techniques, la spectro-infrarouge et Raman, on est dans la même longueur d'onde, dans le même domaine de nombre d'ondes, pardon, et les deux techniques, ils sont complémentaires. Selma Laamri. J'ai pas compris la dernière étape, madame. Donc, ici, c'est une vibration de déformation. C'est pas une vibration d'élongation. Donc, la liaison, elle va passer d'un plan à un autre. D'accord? Et il y aura une formation d'un certain angle. L'angle HEDA, il va former un moment dipolaire. Il va créer un moment dipolaire. Par contre, le nuage électronique autour des liaisons, le même. La résultante, c'est la même. Mais par contre, il y a eu une création d'un moment dipolaire. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu création d'un moment dipolaire. Une fois un changement du moment dipolaire, c'est infrarouge actif et Raman inactive parce qu'il n'y a pas eu un changement de la polarisabilité. Je vous en prie, Choubaïla. Pour Salma Al-Amri, est-ce que vous avez eu votre réponse? C'est bien clair. Très bien. On passe. Nesrine Abdi, vous pouvez me rappeler c'est quoi le moment dipolaire? Vous devez voir votre cours, s'il vous plaît. Votre cours d'infrarouge. D'accord? Un moment dipolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux atomes qui ont une certaine liaison. Et les atomes, qui se font sur le tableau périodique, un atome a plus d'électronégativité par rapport à un autre. Et donc, ils auront une charge partielle. Nesrine Abdi, vous verrez, je vous conseille. روحي le cours تاع l'infrarouge, vous allez tout comprendre.
Céline Abdi. Merci, je vous en prie. Donc, pour les différentes effets Raman, donc ici pour la fille ou bien le garçon qui a, monsieur, qui a eu une question, qui a fait une question sur l'état virtuel. Donc, vous aurez différents effets Raman. L'état virtuel, hada, on a, c'est pas permanent. Et là, et ma molécule, elle va passer d'un état vibrationnel initial vers un état virtuel. Vous voyez ici, vous avez un état fondamental, état électronique excité E1, état électronique excité E2. L'état virtuel هذا يقدر يكون pour un premier cas un état où l'état virtuel correspond à une énergie intermédiaire entre celle de l'état fondamental et votre premier état électronique excité. Donc l'état virtuel sera compris entre les deux, entre un état fondamental et un état électronique excité. OK? Deuxième cas. Donc, ma molécule, elle passe d'un état fondamental vibrationnel V0 vers un état virtuel. L'état virtuel, hada, il correspond à une énergie qui sera voisine de l'énergie du premier état électronique excité. Donc, ça se rapproche de l'état électronique E1. D'accord? Avec EV, donc l'état virtuel, elle sera inférieure à E1. D'accord? Elle se rapproche, mais l'énergie ne sera pas plus grande. OK? Et cet effet, c'est l'effet Raman de pré-résonance. Troisième cas, c'est l'effet Raman de résonance. Et ici, l'état virtuel, il correspond à une énergie voisine de l'état électronique excité, mais avec V1, plutôt l'énergie de l'état virtuel qui sera supérieure à l'énergie de mon état électronique E1 excité. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On passe. Donc, on passe à l'appareillage. Pour l'appareillage, c'est simple. Donc, vous aurez quoi? Une source laser. Donc, la source laser, c'est, on a dit, c'est la source de photons. D'accord? Une source laser, l'énergie ici, elle est appelée E0. Donc, c'est l'énergie du photon initial. Donc, ça va passer vers la cuve à échantillon. Donc, ça va passer vers mon échantillon. Une fraction sera diffusée à une énergie E0. Donc, ça, c'est quoi? C'est la diffusion Rayleigh. Donc, la fréquence, elle sera égale à la fréquence initiale. Donc, vous avez eu ça, donc E0, ça passe à l'échantillon, la cuve à échantillon, et vous aurez une diffusion Rayleigh à une fréquence mu0. Par contre, vous aurez aussi une lumière diffusée à une énergie E. Donc, E, c'est quoi? C'est l'énergie de mon photon diffusé. Donc, la lumière, elle passe de l'échantillon, elle va passer par un système de collecte. Donc, ça sera collecté. Donc, là, c'est une lentille. Puis, cette lumière, elle passe à un monochromateur. La fille qui a dit que c'est quoi un monochromateur, le monochromateur, il sert à séparer les différentes longueurs d'onde. D'accord? Et puis, tout ce qui est ce photon ici, il va passer vers un détecteur. Le détecteur, il sert à quoi? Il va modifier ou bien il va transformer le photon détecté, le signal par le photon détecté vers un certain signal pour donner une certaine intensité. OK? Donc, pour l'appareillage, les spectromètres Raman classiques comprennent une source lumineuse qui est le laser. Donc, ça va fournir un faisceau incident. Le système de collection, ici, c'est la lentille. Un monochromateur qui permet de séparer les rayons lumineux à des fréquences différentes et un détecteur qui analyse l'intensité des faisceaux lumineux. Après, on peut avoir aussi un système d'amplification et d'enregistrement justement pour avoir des spectres. Et on peut avoir un spectroraman de paillasse qui est assez grand, ou bien on peut avoir aussi un spectromètre Raman portatif. On peut le porter. D'accord? Aussi, dans l'appareillage, ici, vous avez une source laser monochromatique. Donc, ça dépend de la source laser. Puis, ça va passer vers un échantillon. Elle va passer par une lentille. La lentille, elle sert juste à collecter le rayonnement. D'accord? Tout ça, il va passer par un échantillon, mon échantillon.
il y aura une diffusion. La diffusion à 90 degrés Celsius, c'est la diffusion Rayleigh. Et les autres diffusions, c'est des diffusions Raman. Toute cette lumière-là et cette lumière-là, elle sera collectée par un système de collection de lumière diffusée et ça va passer vers un monochromateur. Les monochromateurs, vous avez différents types. Donc, vous avez le monochromateur dispersif. Dispersif, ça veut dire un prisme ou bien un réseau, ou bien un interféromètre, عندنا حاجة اسمها la transformée Fourier. D'accord? Pour le Raman transformé Fourier, vous avez des monochromateurs pardon, qui sont appelés les interféromètres de Michelin, ou bien pour la Raman conventionnelle, on utilise juste un prisme pardon, ou bien un réseau. Tout ça, il va passer par un détecteur. Ça dépend le monochromateur utilisé. Si on utilise un monochromateur dispersif, vous aurez un détecteur de type photomultiplicateur, un type photomultiplicateur ou bien un CCD. Le CCD, c'est Coupled Charge Device. Pour les interféromètres, un monochromateur type interféromètre, donc vous devez avoir un détecteur type semi-conducteur. Généralement, on utilise celui-là, INGAS. INGAS, c'est quoi? C'est l'arsenure d'indium dopé au gallium. D'accord? Donc, je vais récapituler un petit peu. La source de rayonnement, c'est une source laser qui fournit des rayonnements monochromatiques UV visibles aux proches infrarouges de grande intensité. Donc ici, c'est grande intensité, oui, mais malheureusement, je compte très grande intensité, sinon on tombe dans la fluorescence. D'accord? Et dans le commerce, il existe plusieurs lasers disponibles. Donc, la 632 nanomètres, à 785 nanomètres et à 1064 nanomètres. Généralement, celui-là, on l'utilise dans la FT Raman, dans le transformé Fourier. Pour le système de collection, là, la lentille la lumière diffusée, donc elle va servir à collecter la lumière diffusée. C'est soit un microscope ou bien une fibre optique. Pour la troisième chose, c'est le système de séparation des longueurs d'onde ou bien le monochromateur. On a des systèmes dispersifs comme les prismes ou là, les réseaux, ou bien des interféromètres pour la spectroraman à transformer Fourier. Quatrième chose, c'est mon détecteur. Je l'ai dit déjà. Donc, ça dépend du système de séparation des longueurs d'onde. Et vous aurez soit un photomultiplicateur, un type photomultiplicateur ou bien un CCD. Aussi, des détecteurs INGAS, laquelle une spectroraman transformée Fourier. Pour les propriétés, avant de continuer, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Le rôle du détecteur. Le rôle du détecteur, Kautar Bezaz, le rôle du détecteur, c'est la chose la plus importante, je crois. Le détecteur, c'est votre œil. Donc, c'est le détecteur. Ici, le détecteur, il va faire quoi? Il va, la lumière là, les photons camel, il va les collecter et il va transformer le photon avec les adna vers en électrons. من هذوك les électrons راح نديروا un signal. D'accord? Donc le signal, je crois que هي الحاجة اللي لازم نخدموا بها باش يكون عندنا un spectre. Donc le détecteur, c'est une partie maîtresse, donc هي الصح كامل. راح تكون à la fin de mon appareillage et هي عينك كيما تشوفي عينك c'est le détecteur. Dans l'appareillage, le détecteur c'est très important. Il faut le choisir soigneusement. D'accord? Comme ça, est-ce que vous avez eu votre réponse? On continue pour les propriétés et limitations de la spectroraman. Donc, les propriétés, c'est quoi? Rapidement, donc, ça nécessite. Je vais prendre cette. Oui, c'est bon. Merci, Kota. Donc, pour les propriétés, elles ne nécessitent pas de préparation d'échantillons. Vous vous rappelez qu'il donne la spectro infrarouge, on a préparé notre échantillon dans un solvant approprié, etc. Ici, on ne nécessite pas de préparation d'échantillons, on peut le faire directement.
Deuxième chose, on peut utiliser pour tout type d'échantillon, on peut utiliser des échantillons solides, liquides ou bien gazeux. Donc, tout type d'échantillon, on peut l'utiliser. Pour l'analyse, elle est non destructive. Ça veut dire ma molécule, plutôt mon échantillon, il reste intact. La technique, elle est facile à mettre en œuvre. L'eau peut être utilisée comme solvant. Ici, c'est très important. Et les cellules en verre sont utilisables. L'eau et le verre, dans la spectroramane, ils sont transparents. Donc, ils ne vont pas interférer avec mon spectre. Donc, ça peut être utilisé, c'est très bien. D'accord. Dernière propriété, je crois, c'est se prête bien en mesure in situ. Vous vous rappelez des spectroraman portatifs, donc je peux aller sur place et faire des mesures sans passer par le laboratoire. La dernière, c'est l'exaltation possible du signal par résonance Raman. Le signal, lorsque le signal ne sera pas intense, on peut l'exalter par résonance Raman. C'est le troisième cas dans les différents types de Raman. C'est le troisième cas où l'état virtuel qui se rapproche de l'état électronique excité. D'accord. Pour les limitations, la diffusion Raman peut être totalement occultée par la fluorescence. Comme l'ennemi de la spectroraman, c'est la fluorescence. Après, l'épaisseur de l'échantillon, elle doit être supérieure à 100 micromètres. La sensibilité, elle est moins bonne que la spectro-infrarouge pour certains échantillons. Et la bibliothèque de spectre Raman, elle reste incomplète. Donc, c'est tellement récent que c'est une limitation de la spectroraman. Pour les applications, tout simplement, on peut l'utiliser dans l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Pour l'analyse qualitative, pour la détermination de la structure chimique, comme l'infrarouge, la spectroraman combinée aux autres techniques spectroscopiques donne une signature complète de la conformation de molécules. Ça veut dire qu'elle donne chaque atome de ma molécule. Donc le C devant le C, devant le E. Donc ça dépend des vibrations. Deuxième chose, c'est la détermination de la configuration cis-trans pour les polymères, détermination, bien l'étude de la conformation, de l'arrangement planaire, la détermination de la cristallinité, l'étude de forces intra- et intermoléculaires, donc ici c'est les liaisons hydrogènes, l'étude de l'orientation des molécules, donc c'est la polarisation. Et pour l'analyse quantitative, c'est possible grâce à un outil chimiométrique. Donc, c'est un traitement mathématique, je ne vais pas vous casser la tête avec ça. Mais il est possible de faire une analyse quantitative avec la spectroraman. D'accord. Pour les domaines d'application, on peut l'utiliser dans l'industrie pharmaceutique. Donc, pour l'identification des matières premières à la réception avec une possibilité d'analyse directe des substances au travers de leur conditionnement. Ça veut dire quoi? Comme une industrie, je connais matière première, est-ce que la matière première marche ou non? تقدروا تديروا une spectroraman directement à travers le conditionnement. Vous voyez ici, donc à travers du conditionnement, تقدروا تديروا la spectroraman. Hana, c'est solide, je crois, ou Hana, c'est un liquide. L'imagerie Raman aussi permet de caractériser la répartition des principes actifs et des excipients dans un produit fini. Avec comme les produits finis, un médicament, où je fais des principes actifs et des excipients. Et donc, la spectroraman me donne une imagerie, donc une carte d'identité de mon médicament. Ici, donc, c'est l'imagerie ou bien la carte d'identité de mon médicament, où je fais Kamel comme principe actif et comme excipient. Donc, dans le contrôle en ligne aussi, dans les unités de fabrication pharmaceutique, offline, at-line, online et inline, vous lisez tout simplement. D'accord. Et dans d'autres domaines d'application, dans le domaine environnemental, on peut identifier les cendres volantes produites par les usines, dans l'agroalimentaire pour le suivi des réactions de fermentation et dans l'industrie pétrolière pour l'analyse des mélanges d'hydrocarbures. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci. Salma Al-Amri, je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions? Iman Khaldi, je vous en prie. Je vous en prie. Nesrine Abdi, Nour GTT, je vous en prie. Merci. Merci, Nesrine Abdi. Merci. Dorian Mohsen.
Ben, on a terminé. Merci pour votre attention et bon courage.